Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs. Encore une nouvelle fois, je suis mais vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux pour cette nouvelle soirée café historique en partenariat. Oui, Stéphane, c'est bon. En partenariat avec la Société française d'histoire napoléonienne, dont le nouveau délégué est près de moi. Voilà, toujours sur notre cycle de conférences en cette période peut-être un brin troublé, mais sur l'histoire de la République et comment est-elle finalement née, cherchons ses racines, et puis nous poursuivrons ainsi jusqu'à plus tard nous poser la question des retournements de veste et autres questions comme ça historiques par rapport à cette histoire. Mais en tout cas, ce soir, nous sommes vraiment très heureux de recevoir un de nos grands historiens, et M. Emmanuel de Varesquiel, spécialiste de la Restauration en particulier, mais aussi donc de l'Empire, du Premier Empire. Vous êtes professeur à l'École pratique des hautes études et vous venez de publier de la Révolution, puisque vous venez de publier donc un livre qui connaît, comme vos précédents ouvrages, un très grand succès, Juger la Reine. Ouvrage qui évoque, mais la conférence, vous allez nous en parler bien sûr plus largement, qui évoque donc ces 2 jours et demi du procès de Marie-Antoinette, et que vous avez abordé finalement d'une toute autre manière, vous intéressant peut-être plus aux acteurs, aux juges de ce procès. Et précédemment, donc, vous aviez connu un grand succès avec vos ouvrages sur Fouché et Talleyrand. Donc tous ces ouvrages naturellement sont à votre disposition ultérieurement. Voilà, et donc peut-être je vais laisser un petit mot à mon collègue Gonzague, si tu as quelque chose à dire. Et en tout cas, je voulais vous remercier encore 1000 fois vraiment d'avoir pris le temps de venir à Bordeaux pour ce café historique, pour nous présenter donc cet ouvrage, Juger la Reine, et ces 3 journées fatidiques. Gonzague, peut-être un petit mot? Alors, monsieur, bonne conférence, merci. Bah, écoutez, je suis très impressionné de votre nombre. Je disais quand j'étais jeune historien, que je donnais mes premières conférences, je disais toujours que la qualité remplaçait la quantité. Et là, on a les deux. On a la qualité et la quantité. Je voudrais saluer mon ami Pierre Combélusier, le président fondateur de la Société des Amis de Talleyrand, qui est ici présent. Et ça me fait plaisir. Remercier les organisateurs, Gonzague et Stéphane Barré, qui m'ont cornaqué depuis mon arrivée à Bordeaux, et j'ai un peu l'impression d'être dans une période d'école buissonnière depuis ce matin. C'est assez agréable, je dis. On sort de Paris et des cours et des séminaires et à la bonne heure. J'ai l'habitude par ailleurs, vous savez, de donner des conférences un peu partout. J'en ai donné une en haut d'une montagne, j'en ai donné une autre dans une cave. Mais là, c'est un inédit, j'en donne une avec une rage dedans. Donc vous me prendrez comme je suis. J'aurai peut-être les idées parfois un peu confuses dans le déroulé de la conférence, mais je ferai de mon mieux, je vous assure, étant donné la chaleureuse présence, votre chaleureuse présence ici ce soir. Alors, il s'agit je vais vous parler d'un procès qui est peu connu, sur lequel personne n'a jamais écrit, dont le personnage principal, dont le protagoniste principal, lui, est très connu, et la reine de France, Marie-Antoinette, dauphine puis reine de France, qui se déroule, qui est une sorte de prolégomène à la terreur, ce qu'on a appelé la terreur, et qui se déroule sur 3 jours et 2 nuits, en octobre 1793. Le procès commence le 14 octobre à 8h du matin, alors que Marie-Antoinette comparaît dans la salle de la Liberté du tribunal révolutionnaire à Paris, et s'achève le 16 octobre à 4h du matin, lorsque les jurés, qui composent le jury de jugement de ce tribunal révolutionnaire, condamnent par un vote unanime, mais préparé à l'avance, condamnent l'accusé à la peine de mort et donc à la guillotine, où elle sera exécutée place de la Révolution le même jour, 16 octobre, 5 heures plus tard, 6 heures plus tard, à midi, dans des conditions dont je vais vous parler tout à l'heure. Pourquoi
pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce procès? Parce que je me suis intéressé et je m'intéresse de plus en plus à la Révolution française. Comment est-ce que j'ai découvert la Révolution française? Au fond, je ne suis pas, comme Stéphane Barry l'a dit très gentiment tout à l'heure, je ne suis pas un historien de la Révolution, je suis un historien de ce qu'on appelle les monarchies constitutionnelles, c'est-à-dire de périodes postérieures à l'Empire, celle de la Restauration, celle de la monarchie de Juillet en particulier. Mais j'ai eu, et depuis 30 ans que j'essaye de pratiquer mon métier d'historien et ma passion d'historien, parce que les deux vont ensemble, j'ai ce sentiment que l'ombre portée de la Révolution française traverse largement tout le 19e, sinon une partie du 20e, sinon peut-être aussi d'ailleurs le début du 21e siècle. Il y a tellement de modernité dans le procès de Marie-Antoinette, j'en parlerai, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, que cette ombre portée, qui est aussi un clivage. La Révolution est clivante au 19e, entre ceux qu'on appelait les partisans de l'ancienne France, c'est-à-dire au fond les partisans de l'ancien régime, et ceux qu'on a appelés les partisans de la nouvelle France, c'est-à-dire au fond les héritiers de la Révolution française. Les principes de la Révolution vont traverser tout le 19e et tout le 20e. Le principe de l'indivisibilité de la nation, de l'égalité supérieure à la liberté. On sait combien les Français, et Napoléon et Fouché, les premiers l'ont dit, sont capables de sacrifier leur liberté au nom de l'égalité, qui est un principe qui nous est probablement à cause et par la Révolution française qui nous est le plus cher. Le principe aussi évidemment de la nation, celui de la primauté du pouvoir civil sur le pouvoir militaire, autant d'héritages de la Révolution qui traversent le 19e et que je rencontre travaillant sur ces périodes postérieures à l'Empire. Et donc j'ai éprouvé le besoin de, non pas comme Rimbaud, n'exagérons rien, mais de remonter le fleuve, de remonter le cours du temps, de prendre l'histoire à rebrousse-poil, pour utiliser cette belle expression inventée par Walter Benjamin dans ses propositions dans le livre des passages, et d'aller y voir de plus près du côté de la Révolution, d'aller au fond au cœur de la question. J'ai commencé par choisir, on choisit toujours des fils conducteurs, on suit quelqu'un ou on va vers un événement. J'ai commencé par choisir un personnage, comme on choisirait une clé qui ouvrirait mieux la bonne porte, qui vous donnerait mieux à comprendre la période sur laquelle on veut travailler. Ce personnage, ça a été Fouché, qui, comme vous le savez, a été le conventionnel régicide qui a voté la mort de Louis XVI, puis ensuite conventionnel en mission, notamment à Lyon, où il est rentré avec cette réputation d'avoir été le mitrailleur de Lyon, celui qui expédie quelques centaines de personnes dans la plaine des Brotteaux les 4 et 5 décembre 1793. Puis ensuite, il devient le ministre de la police et l'inventeur de la police moderne, l'inventeur du gouvernement moderne, dira Balzac dans Splendeur et misère des courtisanes, le ministre de la police de tous les régimes, du directoire, du consulat, donc de Bonaparte, puis de l'Empire, donc de Napoléon, puis le ministre de la police également de Louis XVIII, avec ce vertige du grand écart qui fait de lui le ministre de la police du propre frère de celui qui l'a envoyé à l'échafaud 25 ans plus tôt, le 21 janvier 1793. Donc le personnage est intéressant, mais le personnage m'a particulièrement intéressé dans sa période révolutionnaire, et j'ai, au fond, si j'ose dire, traversé la Révolution sur le dos de Joseph Fouché, à tel point que j'ai éprouvé le besoin, une fois fermée cette biographie que j'avais consacrée à Fouché, j'ai éprouvé le besoin d'y revenir à la Révolution et d'essayer de l'appréhender, de l'aborder et de la comprendre. Au bout du compte, au fond, l'histoire, c'est de la complexité. On traverse le miroir de la mémoire, qui est de l'amour ou de la haine, et on passe à l'histoire et à cette pseudo-vérité historique à laquelle on essaye de se rapprocher le plus possible, mais on est, nous autres historiens, devant la vérité historique, comme le promeneur écossais se retrouve devant le lac en attendant vainement que le monstre du Loch Ness sorte des eaux. On sait bien que cette vérité est inatteignable, puisque l'histoire est faite de transformation, de déformation de la mémoire, de distorsion, de diffraction, et que les discours qui disent de vraies histoires ne sont pas la vérité historique. On est là une centaine, tous ensemble dans ce café. Si un événement se produisait à Bordeaux, à côté du café, nous aurions 100 récits différents, car chacun de nos récits serait le fruit d'une individualité, d'une singularité, d'une origine, on dirait, les sociologues diraient socioculturelle, je trouve ça un peu pédant, mais en tout cas, on aurait
aurait des récits très divers. Et allez vous débrouiller de tout ça en 2030 ou 2040, lorsque l'historien si l'historien avait en main nos 100 récits consacrés à un événement, il approcherait peut-être d'une certaine vérité de cet événement, mais certainement pas de la vérité avec un grand V. Donc c'est toute la question. On essaye donc, pour l'approcher aussi bien que possible et aussi près que possible, cette vérité, on essaye de varier nos questionnements et de varier nos positions. Je dirais, pour utiliser un terme de chasse, que l'angle de tir de l'historien doit changer en fonction du questionnement qui est le sien et des résultats qu'il veut obtenir à l'issue de son travail. Mon angle de tir avec Fouché, c'était un angle biographique, et j'ai pris la décision, voulant revenir à la Révolution, il y a l'étude de la Révolution, de changer d'objet et de passer d'un personnage à un événement. Alors pourquoi le procès de Marie-Antoinette? Personne n'en a jamais parlé. Personne n'a jamais consacré un livre à ce procès. Dieu sait qu'il y a eu des biographes de Marie-Antoinette, plus d'une centaine. En général, le procès est expédié en quelques pages, y compris chez Stefan Zweig ou chez les derniers biographes de Marie-Antoinette comme Évelyne Levert ou Chantal Thomas ou quelques autres. Et non seulement il est expédié en quelques pages, parce qu'au fond, du point de vue du biographe, le personnage de la reine est construit. C'est la fin de sa vie, c'est les trois derniers jours de sa vie, elle a presque 38 ans. Et donc, il n'y a plus rien à dire sur la reine lorsqu'on aborde les derniers jours de sa vie, lorsqu'on aborde le procès. Donc, le procès de la reine, du point de vue des biographes, en général, était bâclé. Et puis, par ailleurs, il n'a été traité que du point de vue de Marie-Antoinette, puisque le biographe se place du point de vue de son personnage. Il n'a pas été traité du point de vue de la Révolution. Je me suis aperçu, au fur et à mesure de ma quête, de ma recherche, parce qu'il y a toujours un Nestor Burma qui sommeille dans l'historien, et on part à la recherche de nos traces. J'aime beaucoup ce vers d'André Breton dans Cœur de terre, qui est à peu près le suivant. Gisent encore ici les traces de l'étincelante armure. Nous sommes des hommes de traces, et nous essayons de les retrouver aussi intacts que possible et dans leurs contradictions même. Et donc, je me suis très vite aperçu que ce procès n'avait pas été vu du point de vue de la Révolution, et que si on le regardait des deux côtés, si on faisait le tour complet de cet objet historique qui s'appelle Procès de la Reine, on en comprenait peut-être mieux la profondeur et l'épaisseur et toutes les significations, parce que ce procès est un peu comme une poupée russe. Il y a la grande poupée, et puis on ouvre, et puis on en trouve une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Il a des dimensions politiques, sociales, culturelles, fantasmatiques et humaines très diverses. Et si on ne le regarde pas des deux côtés, et du point de vue de l'accusée, qui est la reine déchue, Marie-Antoinette, et du point de vue de la Révolution, incarnée par les juges du tribunal révolutionnaire, ils sont 5, incarnés par l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, qui est Fouquier-Tinville. Et entre parenthèses, je trouve que les traditions à la Fouquier-Tinville sont tout de même de vieilles traditions françaises. On en trouve encore aujourd'hui des Fouquier-Tinville. On a l'impression que ceci dure toujours et encore. Et puis, la Révolution est incarnée aussi par les jurés, les 15 jurés du jury de jugement, qui vont finir par voter la mort et par envoyer Marie-Antoinette à l'échafaud. Donc j'ai essayé de prendre ce procès comme l'histoire de deux mondes affrontés. Dans un huis clos tragique, il y a quelque chose qui relève de la tragédie grecque dans ce procès. Unité de temps, unité de lieu, la salle du tribunal révolutionnaire, unité d'action. Deux mondes affrontés, deux mondes qui appartiennent par les protagonistes qui les représentent à peu près à la même génération, deux mondes qui se parlent, deux mondes qui se touchent, mais à l'évidence deux mondes qui ne s'entendent pas. Et non seulement qui ne s'entendent pas, mais qui se haïssent au point de considérer que l'élimination de l'un par l'autre équivaudra à la survie de l'un sur l'autre. Donc deux mondes, je dirais, séparés par quelque chose qui relève de la haine. Et c'est probablement ce qui m'a le plus fasciné dans le procès, et c'est ce que j'ai essayé de comprendre en regardant
au-delà du contexte historique dont on va parler tout à l'heure, en regardant de près les personnages et en considérant, et ceci peut-être arrive aux historiens lorsqu'ils prennent un peu de bouteille et lorsqu'ils ont un peu de pratique, en considérant la patte humaine et en considérant que l'aspect psychologique, que ce soit dans le cadre d'une biographie ou dans le cadre du récit d'un événement, quel qu'il soit, est un aspect essentiel si l'on veut comprendre la profondeur humaine d'un événement. Donc encore fallait-il aller au personnage et les découvrir, parce qu'en dehors de Marie-Antoinette, qui était très connue, les personnages qui représentaient la Révolution au cours de ce procès étaient un peu des personnages de la 25e heure, ou si j'ose dire, des anonymes de l'histoire. C'est un peu comme 6 personnages en quête d'auteur. On ne sait pas, et je ne savais pas qui ils étaient, personne ne s'était intéressé à eux, au point que d'ailleurs, dans les rares cas de textes consacrés au procès, leurs noms n'étaient pas les bons, donc les personnages n'étaient pas les bons, et personne n'avait été voir dans les archives ce qu'étaient véritablement ces personnages. Donc je m'y suis intéressé. Et petit à petit, au fur et à mesure de ma recherche, je me suis aperçu que par ce procès, et en racontant et en essayant de comprendre cet événement, je comprenais mieux la Révolution française, comme si j'avais trouvé le bon aimant qui aurait été assez puissant pour ramasser la limaille de fer de l'époque dans laquelle il s'inscrit, et pour donner à comprendre mieux qu'un autre événement cette époque sur laquelle j'essayais de travailler, qui est le début de la terreur et qui est cet épisode central de la Révolution française, qui commence dans les premiers mois de 1793 et qui s'achève avec la chute de Robespierre en juillet 1794. Quand on aborde un événement comme celui-là, on commence toujours par planter le décor, si j'ose dire. Et rien que le décor m'a fasciné. Il m'a fasciné d'abord parce que j'y suis allé, parce que quelquefois l'historien a la chance de retrouver in situ les lieux dans lesquels se déroulent des événements 200 ans ou 300 ans auparavant. Et ce lieu-là, il existe toujours, il se trouve au Palais de Justice de Paris, et il s'appelle première chambre du tribunal de grande instance de Paris. Et la première chose qui m'a frappé en abordant et en me promenant dans une certaine solitude d'ailleurs dans ce palais de justice, parce que j'avais la chance, ayant été commissionné par le Centre des Monuments Nationaux pour réfléchir à la réorganisation de la muséographie de la conciergerie, j'avais la chance de pouvoir me promener dans ces lieux en dehors des heures de visite et un peu tard le soir, et j'avais été frappé, et c'est probablement un des premiers éléments, quelquefois les éléments psychologiques encore une fois sont plus importants que les autres. J'avais été frappé de cette impression d'enfermement que me donnait cette salle du tribunal, et vous vous apercevrez, et j'essaierai de vous démontrer à quel point ce procès a été le procès de plusieurs enfermements, de l'enfermement de la reine dans son monde à elle, et de l'enfermement des juges et des jurés dans leur monde de la Révolution à eux. Ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément qui m'a frappé, en me promenant dans ce décor qui n'est évidemment plus celui qui était le décor de 1793, la première chambre du tribunal de grande instance a été profondément modifiée à l'issue de l'incendie de la Commune en 1871, et nous nous promenons aujourd'hui dans un décor de Troisième République triomphante qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Mais ces décors ont changé, et n'ont pas seulement changé en 1871, car ce qui m'a frappé, c'est la persistance dans ce lieu unique, dans ce lieu singulier, de l'exercice de la justice depuis les débuts de la monarchie française, depuis l'époque des Valois, jusqu'à la Ve République. N'oublions pas que toutes les justices d'exception sont passées dans cette salle, en passant par les justices d'exception de la période de Vichy, de l'État français, et puis aussi de la justice d'exception de la période de l'épuration de 1944 à 1949. Dans cette pièce singulière qui s'appelait, à l'époque où Marie-Antoinette va y pénétrer, le 14 octobre 1993, qui s'appelle singulièrement Salle de la Liberté, siégeait sous la monarchie le Parlement de Paris. C'était la grande chambre du Parlement de Paris. Et c'est là que les rois se rendaient en lit de justice pour casser les ordonnances du Parlement quand
quand celle-ci allait à l'encontre des décrets et des ordonnances royales. C'est là que Louis XIV se rend, soi-disant un jeune roi en 1761, en bottes et cravache, où il aurait prononcé ce mot, l'État c'est moi, et où il aurait cassé les décisions du Parlement de Paris. C'est là que Louis XVI se rendra pour la dernière fois, en 1787, et où son attitude sera infiniment plus timide par rapport au père assemblé en Parlement, et entre autres par rapport à son cousin, le duc d'Orléans.